Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que j'ai vu en fait sur des chaînes américaines et que je trouvais vachement intéressant. Donc du coup j'avais envie un peu de reprendre ce sujet et de parler de ce que l'on appelle en anglais les travel life lessons. En gros les leçons de vie que tu as appris grâce au voyage. Pourquoi pas commencer 2024 avec ce sujet. La première leçon de vie que j'ai appris avec le voyage, et c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que certains savent que ça me concerne directement, mais que je trouve important parce qu'on a tendance un petit peu à romantiser tout ça et je trouve ça vachement problématique. Le voyage n'est pas une thérapie, ou plus précisément n'est pas une thérapie contre la dépression. Je m'explique. Aujourd'hui sur le ton de la blague sur les réseaux sociaux on voit souvent des ah je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais pas bien dans mon taf, je me sentais pas bien dans ma vie donc du coup j'ai fait un voyage. Ou ah dès que je vais mal je book un billet d'avion et je m'en vais. Ou est-ce que vous avez le secret contre la dépression? Ben en fait pars en voyage, pars en tour du monde. Certains me diront sûrement oui mais moi je me sentais mal dans ma vie et je suis partie en voyage et franchement je me suis sentie mieux. Et je comprends tout à fait ce sentiment de se sentir mieux quand tu pars en voyage parce que le voyage c'est l'une de mes seules passions à peu près. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai résolu absolument tous mes problèmes par le fait de réserver un voyage et de partir à l'étranger. Sauf qu'en fait, spoiler alerte, ça ne va rien changer à votre vie. Si vous avez un job de merde que vous n'aimez pas et que vous partez en voyage, quand vous allez rentrer, le job de merde il sera toujours présent. Si vous avez des amis toxiques ou une famille toxique et que vous partez en voyage pour ne plus les voir pendant un certain temps, quand vous allez rentrer, ils seront toujours présents. Si vous faites un burn-out, si vous faites une dépression, que vous vous sentez mal dans votre peau, que vous vous sentez pas bien dans votre vie, que vous vous sentez paumé, pendant que vous êtes en voyage, c'est vrai que vous allez avoir cette impression d'être heureux parce que vous changez d'environnement, parce que vous vous sentez bien, parce que vous avez vos pensées qui sont dirigées sur une toute autre chose qui est beaucoup plus positive, et encore c'est que dans un certain cas. Et donc du coup, vous allez vous sentir mieux sur le moment, mais quand vous allez rentrer chez vous, en fait, vos problèmes seront toujours là. Ce seront toujours les mêmes problèmes. Donc venir dire qu'un voyage soigne la dépression, c'est totalement faux. Déjà, la dépression, c'est une maladie, ça se soigne pas comme ça. Une dépression, ça a plusieurs grades, plusieurs stades, ça peut vous causer bien d'autres problèmes que juste quelques petits changements d'humeur, parce qu'encore une fois, la dépression, il y a plusieurs stades. Ça peut vous poser des problèmes de santé, des gros problèmes de santé. J'en parle en connaissance de cause, j'ai déclaré une maladie chronique à cause de ma dépression, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère, et non, ce n'est pas en partant en voyage que ça va changer quoi que ce soit. J'ai passé des moments qui étaient pas très agréables en 2021, 2022, 2023, et je pense qu'on peut le voir sur ma chaîne, il y a vraiment une année où je voyageais tous les mois, voire même parfois plusieurs fois par mois. C'est un rythme qui était, quand on y réfléchit, un peu insensé, beaucoup trop impulsif, mais pour la simple et bonne raison, pour moi c'était vraiment genre l'échappatoire. C'était à chaque fois de me dire allez, il faut encore que tu tiennes 2 semaines et tu t'en vas, il faut encore que tu tiennes 3 semaines et tu t'en vas. Et au final, en fait ça n'a jamais résolu mon problème de dépression, ça n'a jamais résolu mon burn-out, ça n'a jamais résolu quelconque problème sur ma santé mentale ou sur ma santé professionnelle, étant donné que quand je rentrais de voyage j'étais toujours dans la même situation en fait. Ça ne changeait rien, je faisais pas forcément de travail sur moi-même quand j'étais dans les différents voyages que je faisais parce que j'étais plutôt intéressée sur ce que j'étais en train de visiter, sur mon itinéraire, sur les restaurants où j'allais manger. Donc il n'y avait pas vraiment de réelle réflexion interne sur pourquoi est-ce que je suis ici, parce que je suis pas bien, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie. Le voyage n'est pas une thérapie. Certes, quand tu as un petit coup de mou, quand tu te sens fatigué, prendre des vacances, peu importe les vacances, quand même ce soit rester chez toi pendant 2 semaines et juste faire des choses que tu aimes, ça te fera forcément du bien. Mais venir dire que le voyage est la solution à tout, c'est totalement faux, et je vois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont tendance à faire ça sur les réseaux, à romantiser un petit peu leur parcours en disant j'étais pas bien, j'ai vécu une rupture, je suis partie en voyage, je me sentais paumée dans mon avenir professionnel et je suis partie en voyage, je suis partie en tour du monde. Mais ce que ces gens vous disent pas, c'est que pour l'instant ils sont en train de vivre leur meilleure vie en tour du monde, mais ils ne vous montrent que les bons côtés des choses. Je connais des gens, vraiment avec qui je parle, avec qui j'ai des bons contacts, qui par exemple sont partis en tour du monde, qui avaient des problèmes de santé, qui avaient des problèmes de santé mentale et psychologique, et ce n'est pas une insulte, c'est un fait, hein. J'ai fait une dépression pendant 4 ans, donc genre y a pas c'est pas un mauvais mot, hein. C'est comme ça arrive, il y a des personnes qui parfois ont des moments difficiles dans leur vie et ça ne se passe pas bien. Peu importe, mais ça n'a jamais soigné leur dépression, ça n'a jamais soigné leur santé mentale, ça n'a jamais soigné leur situation professionnelle. Au final, ce sont des gens qui, quand ils rentrent du tour du monde, sont tout autant paumés qu'avant, sont encore plus mal parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un vide énorme qu'ils n'arrivent plus à combler parce qu'ils sont plus à l'étranger. Ils sont à nouveau en confrontation avec leurs propres pensées et c'est là que vous retombez dans vos mauvais démons. Et c'est pas ça en fait qui va vous changer quoi que ce soit, et peut-être que vous allez vous dire oui mais moi j'ai fait un premier voyage et c'est ça qui m'a sauvée. Encore une fois, je peux concevoir ce sentiment parce que
ça m'est déjà arrivé. Vraisemblablement c'est pas la première dépression que je fais et la première dépression que j'aurais techniquement vécue selon le psychologue avec un petit peu les explications de ce par quoi j'étais passée, bref peu importe. J'ai déménagé à l'étranger, j'ai commencé à vivre à l'étranger à partir de 2015 et c'est ce voyage à l'étranger, c'est le fait de partir vivre ailleurs, d'être dans un autre environnement qui m'a sorti de cette première dépression techniquement, qui était beaucoup moins forte que la dépression que j'ai vécue ici il y a quelques mois, parce que bah là on parle vraiment d'une dépression où j'ai eu des problèmes de santé, enfin bref, j'étais un peu un déchet, hein, soyons réalistes. Et je m'en suis sortie avec un voyage, je m'en suis sortie en vivant à l'étranger, c'était vraiment super, j'étais dans un nouvel environnement, je rencontrais des gens qui étaient nouveaux, j'étais dans quelque chose qui me plaisait, et en fait au final quand je suis rentrée en Belgique, ça a commencé à redescendre. Après avoir vécu en Russie, je suis partie vivre en Allemagne, après avoir vécu en Allemagne, je suis partie vivre en Chine, après avoir vécu en Chine, j'ai vécu en Lettonie, bref je pense que ça vous montre à quel point en fait quand j'en revenais, ça n'allait pas mieux, et quelle est la première chose que je faisais, c'est que je repartais vivre à l'étranger quelque part. Mais donc au final en fait la situation a jamais vraiment été résolue parce que oui pendant quelques mois j'étais très bien et je me sentais mieux, mais d'un autre côté dès que je revenais à la réalité de la vie, c'est-à-dire à ma vie en Belgique, bah, ça n'allait plus, et qu'est-ce que je faisais? Je repartais vivre à l'étranger. Donc ce n'était pas la solution, ce n'est absolument pas la solution, et la preuve c'est que quelques années plus tard j'ai déménagé en Allemagne où je me sens toujours très bien, c'est le pays où je vis et je ne veux pas déménager, je suis très bien ici, mais au final je me suis rendu compte que c'est pas vraiment le voyage qui allait me sortir de la dépression parce que ma dépression est revenue, il n'a pas fallu très longtemps pour que je retombe dans mes anciens démons, et cette fois-ci, ben, j'avais beau voyager, en fait, la situation ne s'est jamais améliorée, et j'ai dû me faire suivre, et c'est ça qui m'a réellement aidée. C'est l'aide d'un spécialiste, de quelqu'un qui a pu mettre des mots sur ce que je ressentais, parce que pour moi j'étais pas du tout en dépression, faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une dépression mais qui vivent également fortement dans le déni. On en arrive à des choses qui s'appellent la somatisation, donc tu commences à déclencher des problèmes de santé physique, ce qui était mon cas, et je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais pu continuer à voyager autant que je voulais, ça n'aurait absolument jamais résolu mon problème de santé mentale et de dépression. Aujourd'hui je vais beaucoup mieux, c'est pas tous les jours évident, j'ai encore quelques rechutes, mais je connais aujourd'hui mes limites, je connais mon corps, je peux comprendre quels sont les indicateurs en fait d'une rechute. Le fait d'avoir pu être suivi par un spécialiste, ça m'a permis de comprendre ce qu'il fallait que je fasse et ce qu'il fallait que je ne fasse pas, mais également à reconnaître en fait les éléments déclencheurs ou les éléments indicateurs d'une dépression ou d'une déprime passagère, et donc du coup aujourd'hui je sais que après m'être fait suivre, je peux savoir si je retombe dedans, je peux savoir si j'ai un nouveau besoin d'aide, je peux savoir ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Mais une dépression ça ne se soigne pas avec un enfant, une dépression ça ne se soigne pas avec un chien, ça ne se soigne pas avec un voyage. Si vous êtes vraiment en dépression, c'est une maladie et c'est important de vous faire soigner par un spécialiste. Et aussi, je tiens quand même à préciser, il existe le burn-out du voyageur, donc ça arrive notamment aux gens qui font le tour du monde ou qui voyagent beaucoup sur une période de temps assez restreinte, où ils se rendent compte qu'en fait ils sont pas forcément plus heureux, c'est même pire, ils dépriment encore plus depuis qu'ils sont à l'étranger, et ils se retrouvent avec énormément de problèmes de santé, ils se retrouvent souvent à l'hôpital, ils se retrouvent souvent très faibles, et en fait ben, ça s'appelle la somatisation. Donc ce sont tout simplement des éléments physiques qui commencent à apparaître parce que votre santé mentale n'est pas au top. Donc encore une fois, s'il vous plaît, si vous souffrez d'une dépression, d'une déprime, même qu'elle soit passagère, si vous avez souvent des sautes d'humeur, si vous vous sentez un petit peu paumé dans votre vie, c'est pas un voyage qui va changer quoi que ce soit. La meilleure des choses, c'est d'aller consulter un spécialiste, d'aller voir votre médecin traitant, de parler avec quelqu'un. Il y a des numéros d'aide notamment que vous pouvez appeler pour ce genre de problème si vous ne savez pas à qui vous donne, je sais pas comment on dit en français. Vraiment, le voyage n'est pas une thérapie. Passons au sujet suivant. La deuxième leçon que le voyage m'a appris, c'est vraiment ne pas écouter aveuglément l'opinion des gens. C'est toujours bien de garder à l'esprit les conseils qu'on vous donne, qu'ils soient positifs ou négatifs, et ça je l'entends tout à fait parce que ça vous permet de préparer un voyage en connaissance de cause et d'éviter de mauvaises surprises, certes. Mais aujourd'hui je vois qu'il y a certaines personnes, parfois quand tu les écoutes parler d'un voyage, d'une destination, d'une catégorie de personnes ou d'une religion, je me dis waouh, si tout le monde pensait comme toi, franchement on serait tous perdus quoi. Je vois des gens qui veulent pas visiter les pays d'Afrique, que ce soit Afrique qui est côté Maghreb ou Afrique subsaharienne, parce que soi-disant c'est dangereux, parce que soi-disant les gens sont pas éduqués, et je suis en mode mais vous vous rendez compte de ce que vous racontez ou pas? Parce que c'est quand même grave, c'est des pays dans lesquels vous avez jamais mis les pieds, la majorité du temps en plus, et des gens commentent des choses sur lesquelles ils ont juste zéro avis et zéro légitimité, parce que genre si t'es même pas allé là-bas pourquoi tu parles. Mais c'est surtout que il y a des super destinations partout dans le monde, bon certaines que je ne ferai pas actuellement parce qu'on s'entend, il y a des problèmes administratifs, légaux, de guerre, tout ce qui s'ensuit, donc je ne parle pas de ces pays-là en question, mais c'est vrai que parfois j'ai des gens qui viennent me
commenter certaines destinations que j'ai faites en plus, en me disant oui mais c'est ultra insécuritaire. Ah bon? Et souvent, du coup, je demande ah, tu y es allé, t'as eu une mauvaise expérience? Ah non, mais j'ai entendu dire que. Encore une fois, je considère que chaque expérience de vie est légitime. J'ai eu une mauvaise expérience par exemple à Lisbonne. Je sais qu'il y a des gens qui ont une très très bonne expérience à Lisbonne. Ça dépend de tout à chacun. Est-ce que pour autant je ne remettrai plus jamais les pieds à Lisbonne? Non, j'y retournerai parce que déjà j'ai un pote qui habite là-bas et que lui du coup il vit là-bas et il m'a dit genre juste t'es arrivé au mauvais moment, mais il faut que tu reviennes, c'est vraiment voilà. Je laisse toujours une seconde chance à n'importe quelle destination parce que je considère que parfois, juste, t'es pas dans le mood, c'est pas les bonnes conditions météorologiques, enfin bref, il peut y avoir plein de choses qui impactent un petit peu sur ton voyage, mais c'est pas parce que quelqu'un a une foncièrement mauvaise expérience dans tel pays que je n'y mettrai jamais les pieds. Parce que je considère qu'on est tous différents, on a tous des sensibilités et des expériences différentes, et que toi, t'as peut-être mal vécu, mais moi, peut-être que je vais super bien le vivre. Et c'est hyper marrant aussi parce que j'ai des copines qui sont allées dans certaines destinations, dans certaines villes en particulier, et qui, au premier abord, ont détesté, et elles y sont retournées parce qu'elles avaient pas le choix à cause d'une escale ou quoi aux caisses, et qui à la deuxième fois se sont dit mais pourquoi j'ai adoré au final. Donc comme quoi il est toujours important de laisser une chance aux destinations, laisser une chance aux gens aussi, ça fonctionne techniquement pour tout, et de se rendre compte qu'en fait c'est important certes de garder en tête les commentaires de certains, notamment pour éviter certains problèmes, mais que ça ne servait à rien de suivre aveuglément les critères et les commentaires de certaines personnes, parce que les expériences sont toutes différentes. Si je m'étais arrêtée à ça, je n'aurais jamais vécu en Russie, je n'aurais jamais vécu en Lettonie, je n'aurais jamais vécu en Chine, je n'aurais jamais déménagé en Allemagne alors que pourtant aujourd'hui j'ai ma vie et je suis très heureuse avec la vie que j'ai actuellement. Dépression mise à part, mais ça n'avait rien à voir avec l'Allemagne, c'était à voir avec moi en tant que personne. Mais je regrette absolument aucun de ces choix, alors que pourtant vous ne pouvez pas vous imaginer, surtout les pays de l'Est. Alors les pays de l'Est, qu'est-ce qu'ils en prennent plein la tronche? Mais alors vraiment. Et je me dis c'est tellement triste parce que c'est les meilleures expériences que j'ai eues. C'est pareil la Chine, on m'avait dépeint ce pays comme un pays horrible, mais vraiment genre ignoble, avec lequel il faut pas mettre les pieds, alors que c'est probablement le pays qui me manque le plus aujourd'hui et c'est le pays où j'ai vraiment une fixette dessus, je veux absolument y retourner, je veux absolument retourner y vivre parce que j'ai eu une expérience extraordinaire et je me dis mais c'est pas parce que moi j'ai eu une expérience extraordinaire que tout le monde aura une expérience extraordinaire. Attention, hein, mon homme l'a pas du tout vécu comme moi, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup plus kiffé que lui. Bien évidemment, on est tous différents. Mais quand bien même il y a eu quelques hicks et quelques couacs, bah au final c'était une expérience extra et je pense que si j'avais écouté ces gens, j'aurais raté tellement de choses, de pas faire d'amalgame, parce que ça attise juste la peur, ça attise juste la haine aussi parfois, et je suis désolée mais c'est pas avec ces deux choses qu'on avance loin dans la vie. Troisième leçon de vie, ce qui nous rapproche le plus, c'est nos différences, c'est pas nos ressemblances. Au final, les personnes avec qui j'ai gardé le plus de bons contacts, c'est avec les gens avec lesquels j'ai le plus appris, parce qu'ils m'ont appris des choses sur leur culture, sur leurs coutumes, sur leur langue, sur leur pays, et en fait ça a été mes plus belles rencontres, c'est les rencontres que j'ai pu faire à l'étranger avec des locaux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on a toujours tendance à mettre les gens dans des cases parce qu'ils sont différents, alors qu'en fait, les moments que j'ai le plus appréciés, c'était justement ces moments où j'étais avec des gens qui étaient totalement différents de moi, qui avaient une religion différente, qui avaient des cultures et des coutumes différentes, une langue différente, parce qu'au final je trouvais que les échanges étaient tellement plus intéressants. Mais c'est vrai, et je me suis rendu compte qu'au final t'es beaucoup plus heureux quand tu acceptes la différence des gens, quand tu apprends leurs différences aussi. Et je pense que si aujourd'hui on comprenait tous que les différences nous rapprochent plutôt qu'elles nous éloignent, on serait peut-être beaucoup plus heureux dans nos vies. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est différent pour autant tu peux pas t'entendre avec lui. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on devrait tous faire un séjour à l'étranger, à l'université ou à l'école, parce que ça nous permet de comprendre que le monde ne s'arrête pas à la frontière belge, quoi, à peu près. Je vais pas dire que j'étais quelqu'un avant qui était très fermé d'esprit, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai vachement changé, notamment grâce au voyage, et je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus ouverte d'esprit depuis que j'ai voyagé et que je me suis intéressée à d'autres en fait. Et je trouve aussi que l'une des choses les plus belles que ce monde a à offrir, outre ses paysages bien évidemment, c'est justement toutes ces différences culturelles, l'histoire aussi, parce que bon, quand bien même certains pays sont toujours décriés notamment pour leur histoire, je pense notamment à la Russie, à la Chine aussi, parce que bon, on sait tous ce qui se passe autour d'eux. C'est vrai qu'on a toujours tendance à... Quand je parle des pays dans lesquels j'ai vécu, les gens sont un peu en mode genre ok, t'es vachement bizarre. Parmi tous les pays que tu pouvais choisir, pourquoi t'as choisi ceux-là? Mais au final, ça ne fait pas de moi une communiste, ça fait pas de moi une vendue non plus, mais par contre ça fait de moi quelqu'un qui est peut-être plus cultivé qu'un autre, qui a aussi compris que les enjeux en fait que l'on voit ici depuis nos médias européens sont pas les mêmes que les enjeux quand on les voit et quand on les apprend avec les locaux, quand ils nous expliquent leur histoire et quand on lit les journaux locaux. Prochaine leçon, ça a été de mieux comprendre le monde en général, comment ça fonctionne, pas uniquement ici au côté humain, au niveau culturel et tout, mais aussi au niveau politique, économique, au niveau historique, comprendre certaines choses qui se sont produites, certains développements, c'est très particulier, notamment pour tout ce qui est, encore une fois, vous l'aurez compris, les pays de l'Est, ça reste là, j'ai étudié l'allemand et le russe à l'université, c'était mes options majeures, donc forcément pour moi, culturellement parlant, historiquement parlant,
parlant, politiquement parlant, j'ai été très informée concernant ces deux pays, notamment sur le côté historique, et il y a tellement de choses que j'ai pu comprendre grâce au voyage, parce que t'as beau apprendre ça dans les bouquins, je trouve toujours que c'est différent de l'apprendre dans les bouquins que nous on a en Belgique et de les apprendre dans les pays là-bas, parce que le vécu des gens est différent, ils vont te l'expliquer d'une manière différente, vont te l'expliquer parfois plus clairement, et je trouve que ce qui manque un petit peu à l'école aujourd'hui, tout du moins dans tout cet enseignement qu'on vous donne au niveau politique, économique, historique, c'est surtout qu'on a toujours tendance à voir de notre point de vue, et pas du point de vue des autres. Et ça c'est quand même vachement gênant, parce que comme dans toute conversation, il y a toujours deux faces en fait d'une pièce. Un bête truc, mais c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai très envie d'aller au Congo, parce que je pense que je l'apprends à personne, la Belgique a un gros passif au niveau colonisation, etc. Et c'est vrai que c'est un sujet qui, tout du moins à l'époque, quand j'étais à l'école, on en parlait un petit peu, mais pas forcément énormément, alors que ça reste quand même une grosse partie de notre histoire, et on parlait toujours de ça de manière très positive à l'école, en mode genre oui, alors Léopold, grand sauveur de l'Afrique à peu près, alors que on rigole tous parce que c'est ce que la Belgique essaye de nous faire comprendre, alors que c'était pas du tout un truc super, la colonisation. Est-ce que ces gens ont demandé à ce qu'on vienne se mêler de leurs affaires? Non, pas du tout. Est-ce que la colonisation que le Congo a vécue a réellement été acceptée les bras ouverts? Donc je sais que ça va porter peut-être à critique ce que je suis en train de raconter, mais j'en suis foncièrement persuadée, c'est que la colonisation de l'Afrique et du Congo plus particulièrement, parce que bon, moi je suis belge, donc c'est l'histoire que j'ai appris à l'école, d'accord, hein, je parle de ceux que je connais, ou tout du moins ce qu'on a essayé de m'enseigner, je suis sûre et certaine que ça n'a pas du tout été accueilli de la même manière que ce qu'on ne l'a décrit à l'école, dans les livres, etc. Et je suis sûre que si aujourd'hui je vais au Congo et que j'essaye d'apprendre plus sur justement tout ce qui est la colonisation, parler avec des locaux, et c'est d'ailleurs la raison principale, je pense, pour laquelle si je vais en Afrique subsaharienne, je prendrai d'office un voyage guidé, c'est-à-dire avec un guide qui puisse, pour que je puisse poser toutes mes questions. Et je pense que ce serait aujourd'hui important qu'on ait tendance à, je sais pas, à inviter les gens à un petit peu réunir leurs différentes sources, à croiser leurs sources. C'est la première chose qu'on nous apprend à l'université ou en master, en disant oui, quand vous faites un travail, croisez vos sources, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans les médias, il y a peu de gens qui croisent leurs sources, donc je trouve ça triste. Et ouais, c'est pour moi une des plus belles leçons et que j'aimerais genre juste ajouter dans cette liste, parce que je pense qu'on aurait tous à gagner d'apprendre un petit peu plus l'histoire des autres, mais de leur point de vue à nous. Enfin, de leur point de vue à eux, et pas que de notre point de vue à nous, parce que je trouve ça un peu idiot. Autre leçon que j'ai pu apprendre du coup grâce au voyage, ça a été d'apprécier mon propre espace. Je m'explique. Je trouve que c'est très fréquent dans notre société où j'ai vécu et grandi grâce à l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement de la popularité. Plus t'avais d'amis sur Facebook, plus t'étais populaire, plus t'étais quelqu'un de bien. Je suis moi-même sur Instagram et sur YouTube, donc tu pourrais dire si je suis toujours dans cette démarche. Non, absolument pas, parce que je m'en fous. Bah, que tu me crois ou tu me crois pas, ça m'est égal. Mais enfin bref, quand j'étais au tout début à l'école, c'est vrai que je ressentais pas le besoin de me mêler aux gens, mais c'est vrai que en fait ça a été annoncé à mes parents que j'étais quelqu'un qui se mélangeait pas beaucoup. Et ce serait bien peut-être de me mettre dans des activités de groupe, tu vois, parce que genre la communauté quoi. Alors déjà de 1, si un enfant il a pas envie de se mêler aux autres, le forcez pas, ça sert à rien. Voilà. Au final, ça a apporté plus de problèmes qu'autre chose. Mais c'est surtout que ce n'est pas parce que je suis majoritairement solitaire que je ne suis pas sociable pour autant. J'ai plein d'amis. Et tout ça pour dire que pendant toute la période secondaire, collège, primaire, on a été appris à toujours faire des travaux de groupe, à être en groupe, à toujours dépendre d'un groupe, dans tout ce que tu fais. À l'université, c'était pareil. On vous met toujours dans des groupes et il faut toujours appartenir à un groupe et tout ce qui s'ensuit. Et au final, je me suis rendu compte que toute notre société est orientée autour du groupe. Il y avait un peu cette pression sociale de toujours être en groupe, que si tu étais quelqu'un qui adorait passer du temps seul, t'étais quelqu'un de bizarre. Non mais vraiment, hein. Au collège, si t'avais quelqu'un qui adorait être dans son coin et lire, t'étais considéré comme un bizarre. Alors que, mais si cette personne a envie d'être toute seule et lire, où est le problème? Et c'est là que je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui adorait être seule, et avec un petit peu la pression sociale et le délire de faut faire des sports en groupe, ou faut faire tchic-tchac en groupe, etc. Je me suis rendu compte que je me suis forcée beaucoup, essayer de plaire à un groupe, à essayer de plaire à des gens, parce que c'est ce qu'on voulait de moi. Je me suis rendu compte que pendant très longtemps, j'ai vécu pour les autres, plus que pour moi, pour pouvoir de rentrer dans cette case de la personne sociale, alors que je suis pas forcément sociable à outrance. Avec le temps, et la thérapie me l'a confirmé, c'est que j'ai besoin de ce moment seul avec moi-même pour pouvoir être bien, et que la première personne que tu dois apprendre à aimer dans ta vie, bah, c'est toi-même, parce que sinon tu seras jamais foncièrement heureux, et on peut pas me le retirer de la tête. Et je pense que tous ces voyages que j'ai fait en solo m'a justement prouvé que t'es pas obligé de vivre avec des autres, t'es pas obligé de vivre entouré pour être heureux, ni être complet, et que parfois t'as justement besoin de ce moment
moments seul pour pouvoir te retrouver, faire un petit peu un travail sur toi-même, apprécier sa propre compagnie, apprécier sa propre personne, parce que je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas foncièrement et c'est très difficile de vraiment aimer les autres quand tu ne t'aimes pas toi. Et le voyage solo, ça m'a permis de me rendre compte que à la base j'ai eu peur en me disant je vais me retrouver toute seule, puis au final ça a été vraiment les meilleurs moments de ma vie. Non, j'exagère un peu, mais des très 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 bons moments. Les voyages, ça m'a également appris à être plus indépendante. Alors j'étais déjà de toute façon très indépendante, tu l'as compris vu que j'étais pas très sociable, mais c'est surtout à apprendre à me débrouiller. De toute façon, j'étais poussée par mon père très très jeune à essayer de me débrouiller toute seule, mais je pense que le voyage, ça a été un niveau de débrouillardise qui a été apporté à son paroxysme, parce que entre faire les démarches pour les visas, parce que oui, quand tu vas en Russie, en fait, plot twist, tu dois demander un visa, je devais aller me déplacer moi-même jusqu'au consulat de Udergem pour pouvoir aller chercher mes papiers, tout ce qui s'ensuit, remplir tous les formulaires en russe, enfin bref, ça a été un enfer à peu près. Je me suis rendu compte à quel point le voyage, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et de devenir tellement plus débrouillarde et tellement plus sereine aussi. À chaque fois qu'il y avait des problèmes, entre guillemets, j'avais une vision qui était beaucoup plus claire quand je devais résoudre ces différents problèmes. Et au final, ça a été une expérience qui a été extrêmement positive parce que aujourd'hui, je pense que je vois la vie d'une manière beaucoup plus saine qu'avant, et il y a beaucoup de choses, je suis quelqu'un déjà de base assez pessimiste, assez angoissé, assez colérique, mais je pense que ces expériences m'ont permis de faire un léger travail sur moi et d'apprendre à rely beaucoup plus sur ma propre personne, à me débrouiller plus, à me mettre moins en colère sur certaines choses, à être moins stressée, à être aussi moins exigeante. Donc au final, ça n'a été que du positif. Autre leçon, il n'y a pas meilleure manière de pratiquer une langue étrangère qu'en étant à l'étranger. Alors bien évidemment ça me concerne particulièrement parce que ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études de traduction et d'interprétation, donc les langues étrangères c'est un peu mon dada. Je me dis que j'aimerais bien aborder ça aussi sur comment apprendre une langue étrangère, parce que tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y a une méthode miracle? Et j'ai quelques éléments de réponse, mais je sais pas vraiment si ça intéresse le monde, mais enfin bref, j'ai étudié les langues étrangères en long, en large, j'en pratique une dizaine, je les parle pas parfaitement les 10, on s'entend, mais le fait de voyager, en fait, ça m'a permis d'améliorer pas mal de mes connaissances linguistiques, de mes compétences linguistiques, et je pense qu'il y a beaucoup de pays où je suis allée qui ont fortement participé à mon amélioration de niveau, notamment le russe et l'allemand, hein, soyons réalistes. Clairement, je n'aurais pas pu être aussi bonne en russe que je ne le suis aujourd'hui si j'avais jamais vécu en Russie ou si j'avais jamais vécu en Lettonie. Bien évidemment, il faut faire l'effort de parler la langue, mais croyez-moi bien que quand bien même vous parlez pas forcément très bien la langue étrangère, les gens seront toujours très contents de voir que vous faites l'effort et n'hésiteront pas à vous aider, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans mes différents voyages, c'est de voir que quand bien même j'avais un niveau parfois qui était vraiment genre éclaté au sol, les gens étaient hyper contents et faisaient également l'effort, parce qu'il y a rien à faire entre la langue que tu parles dans la vraie vie et la langue que tu parles dans les bouquins, on n'est pas du tout sur le même délire. Si aujourd'hui je parle autant de langues et si aujourd'hui j'ai pu avoir des compétences en langue qui sont aussi évoluées, c'est grâce à mes voyages à l'étranger. Et non, t'es pas obligé de vivre dans un pays pour pouvoir apprendre à parfaitement parler une langue, tu peux faire de fréquents voyages là-bas et tout simplement profiter de chaque occasion pour pouvoir pratiquer cette langue. Si t'es vraiment super motivé, il y a moyen de pouvoir améliorer ton niveau très rapidement. Et la dernière leçon, je pense, que j'ai reçue justement grâce à mes voyages, et qui va donc du coup terminer cette vidéo, c'est que le matériel, c'est pas le plus important. Alors je sais que c'est très hilarant de dire que le matériel c'est pas le plus important, sachant que déjà de base j'étais quelqu'un de très matérialiste. Aujourd'hui plus trop. Ouais, quand j'étais gamine, l'argent me brûlait les doigts quoi, à peu près, jusqu'à ce que je puisse être suffisamment âgée pour commencer à voyager, et là tout mon argent a été investi dans le voyage. Mais c'est vrai que j'étais quelqu'un qui peut-être comblait beaucoup par la possession. J'adorais posséder, j'adorais acheter, j'adorais faire du shopping, chose que je ne fais absolument plus aujourd'hui, ça m'intéresse tellement plus. Par contre, j'ai toujours de l'argent qui me brûle les doigts quand il se concerne le voyage, attention. Donc c'est pour ça que c'est assez hilarant de dire que le matériel ne compte pas, sachant que techniquement le voyage c'est quelque chose que tu payes, donc c'est quand même légèrement quelque chose de matériel. Mais disons que c'est une expérience plus qu'un bien matériel. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, la meilleure manière pour moi de dépenser mon argent, c'est les expériences. Si je veux faire un cadeau à quelqu'un aujourd'hui, je préférerais lui acheter ou lui offrir une expérience, je préférerais partir en vacances avec lui, je préférerais partir en voyage avec lui, plutôt que de lui acheter, quand bien même ce soit un truc qu'il a demandé et qu'il va utiliser parce qu'il en a besoin, je préfère l'expérience. Déjà parce que ça te fait des super souvenirs avec tes proches. Je suis partie en Corée avec ma maman et pareil, c'est des super souvenirs à garder je trouve. Je me rends compte qu'au final, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est ces souvenirs-là. On s'est dit au voyage, t'es pas obligé de partir très loin pour pouvoir avoir ce genre de bons souvenirs. Aujourd'hui, si j'ai envie d'avoir de l'argent, c'est pour m'acheter du temps, pour m'acheter de la liberté et pour pouvoir m'acheter des expériences. Parce qu'au final, ça me remplit tellement plus de joie, de bonheur, de satisfaction et de sérénité de vivre des expériences plutôt que d'avoir 1001 gadgets achetés en Chine. J'adore la Chine, hein, mais je me rends compte que c'est pas ça qui fait que. Et ouais, c'est l'une des plus belles expériences que j'ai pu avoir, c'est toujours le voyage. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'y dépensais sûrement des dizaines,
des dizaines de milliers d'euros dans les voyages, mais au final je ne regrette absolument aucun cent dépensé parce que j'en garde des souvenirs extraordinaires, quand bien même parfois il y a eu quelques problèmes, mais j'en garde toujours de très bons souvenirs au final, et je me suis rendu compte que moi qui étais très matérialiste, aujourd'hui je ne le suis plus, et si je ne le suis plus c'est notamment grâce au voyage. Je trouve que ça m'a tellement apporté, et que tout le monde, je pense, dans sa vie au moins une fois devrait vivre l'expérience du voyage, pas des vacances, parce qu'il y a quand même, je trouve, une différence entre vacances et voyage, mais vraiment vivre le voyage pour apprendre plus de choses sur l'histoire d'un pays, la culture, les gens, la religion, bref. Ce sont en tout cas mes leçons de vie de voyage. Si toi tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que ça m'intéresse toujours de savoir ce que les gens pensent à ce sujet. Je trouve ça un sujet très intéressant. En tout cas, ça clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si le domaine du voyage vous intéresse en général, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo.